La pièce devint silencieuse dès que je fis un pas à l'intérieur. Pas un silence poli, non. C'était un vide glacial, comme si l'air avait été aspiré tout droit de leurs poumons. Ma mère se figea en plein éclat de rire, sa flûte de champagne tremblant entre ses doigts. Les yeux de mon frère croisèrent les miens comme s'il venait de voir un fantôme. Et d'une certaine manière, c'était le cas. La réunion de famille des Carter n'avait jamais été censée m'inclure. Je n'étais même pas censée être en vie. Je fis un pas en avant. Les talons que je n'avais pas portés depuis des mois claquèrent sèchement sur le parquet. Les yeux de tante June s'écarquillèrent, mais pas de peur. De reconnaissance. Elle savait. Elle avait toujours su. Je ne dis rien. Pas encore. Je l'ai laissée simplement me regarder. Des questions muettes emplissaient l'air comme de la fumée. Où était-elle? Comment a-t-elle survécu? Pourquoi est-elle ici? Et puis je le vis. Mon père. Stoïque. Silencieux. La mâchoire si crispée que je crus l'entendre craquer. Il ne cligna même pas des yeux. Ma mère rompit enfin le silence, sa voix mince, brisée. Evelyne. Elle prononça mon nom comme une prière. Comme si ce nom seul pouvait effacer ce qu'ils avaient fait. Je penchai la tête. Laissez le moment s'étirer. Puis je souris et le dis assez fort pour que tout le monde entende. Vous leur avez dit que j'étais partie. Une inspiration collective parcourut la pièce. Quelque part, un verre se brisa. Un bébé se mit à pleurer. Je regardais les visages de ceux qui avaient prétendu que je n'existais pas. Et je laissais la vérité s'élever dans ma gorge comme une flamme. Vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé? Laissez-moi vous le dire. Je m'appelle Evelyne Carter. Et je me souviens de tout. Bien avant le silence, bien avant le verre brisé et les larmes de théâtre. Il y avait la cuisine. La nôtre sentait toujours le produit citronné et le stress. Chaque dimanche matin, ma mère essuyait les comptoirs 3 fois de suite. Marmonnant à propos de l'apparence, comme si quelqu'un allait nous juger. Mais personne ne venait jamais. Sa voix pouvait trancher l'os. Aiguisée. Amère. Toujours prête à basculer vers quelque chose de cruel. Tu es tellement ingrate, Evelyne. Tu penses un jour à tout ce que je fais pour toi? Peu importait que je mette la table ou que je respire trop fort. J'étais toujours de trop, jamais assez. Mon père? Il se cachait derrière son journal. Toujours derrière ce foutu journal. Je ne sais même pas ce qu'il lisait. Peut-être s'en servait-il juste pour se cacher. Et puis il y avait Ryan. Mon grand frère. L'enfant en or. Quarterback. Élève modèle. Jamais puni, pas une seule fois. Si je rentrais 10 minutes après le couvre-feu, j'étais un problème. Quand Ryan emboutit la voiture de papa contre une boîte aux lettres, maman fit des cupcakes et parla d'une occasion d'apprendre. Je n'étais pas en colère, à l'époque. Pas vraiment. Juste fatiguée. À 19 ans, j'avais commencé mes études dans un collège communautaire. Et je bossais tard le soir dans un dîner au bord de la route 12. Mes services se terminaient à 2 heures du matin. Je rentrais chez moi épuisée. Et je me faisais encore engueuler si j'oubliais d'essuyer mes chaussures. Ce soir-là. Tout a commencé avec du pain grillé brûlé et s'est terminé par une gifle. Tu ne vas pas gâcher ta vie comme une serveuse. C'est ce qu'elle m'a dit. Fort. Tranchant. Cruel. Je me souviens de ma main tremblante en attrapant ma veste. La lumière du porche clignotait derrière moi tandis que je m'éloignais dans la nuit. Juste quelques rues pour me vider la tête, me dis-je. Respire. Respire. L'air était froid. Ma respiration formait des nuages. C'était tard. Calme. Des rues vides et le bourdonnement des lampadaires. Mais dans ma tête, c'était bruyant, mes pensées martelaient contre mon crâne. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je verrais ma maison pendant presque 1 an. Je ne savais pas que quelqu'un que j'aimais serait au volant. Et je ne savais certainement pas qu'ils allaient tous faire semblant que je ne reviendrais jamais. Mais c'était avant. Avant le sang. Avant le coma. Avant les mensonges. Avant que je me souvienne. Je ne me souviens pas du bruit de la voiture. Je me souviens du froid. De la façon dont il s'insinuait dans mon jean. Dans mes chaussures. Je me souviens du silence de la rue, de combien tout semblait vide. Comme si j'avais quitté le bord du monde. Les lampadaires bourdonnaient au-dessus de moi, clignotant par intermittence comme s'ils hésitaient à rester allumés. Mes mains étaient enfouies dans les poches de ma veste. Poings serrés.
Les mots de ma mère résonnaient encore dans mes oreilles. Tu es pathétique, Evelyne. Comme la famille de ton père. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je savais juste que ça faisait mal. J'ai tourné au coin de la vieille station-service. Celle qui était fermée depuis mes 10 ans. C'est là que j'ai vu les phares. Rapide. Trop rapide. Je n'ai même pas eu le temps de bouger. Je l'ai senti. Un impact brûlant et blanc. Comme si la foudre m'avait frappé. Mon corps s'est soulevé du sol. Puis, plus rien. Juste du noir. Quand je me suis réveillée, tout était étrange. Le plafond était trop blanc. Les draps, trop rêches. Ma bouche, sèche comme du papier de verre. Il y avait des fils sortant de mes bras. Des machines bipaient à côté de moi. Une infirmière flottait à la limite de ma vision. Et, murmura-t-elle. Tout va bien. Tu es à l'hôpital général du comté. Tu es restée inconsciente un bon moment. J'ai essayé de parler. Rien n'est sorti. Ma gorge me brûlait, comme si j'avais avalé du feu. Ne panique pas, dit-elle doucement. Tu as eu un accident. Un délit de fuite. Aucune pièce d'identité. Tu es ici depuis presque 3 semaines. 3 semaines. Ce n'était pas possible. Quelqu'un serait venu. Quelqu'un devait bien me chercher, non? Mais personne n'est venu. Pas d'appel. Pas de fleurs. Aucune voix familière. Ils avaient bien publié une petite annonce dans le journal. Jeune femme non identifiée retrouvée inconsciente sur la route 12. Mais personne n'y avait répondu. Et moi? Je ne connaissais même plus mon propre nom. Les médecins appelaient ça une amnésie rétrograde. Perte temporaire de mémoire due à un traumatisme crânien. Je me souvenais de choses comme les couleurs. Et la musique. Mais pas de ma date de naissance. Ni des noms de mes parents. Ni de qui j'étais. Parfois, j'apercevais des fragments. Une femme qui crie. Une portière qui claque. L'odeur du pain grillé à la cannelle. Mais rien de tout ça n'avait de sens. J'étais une page blanche. Une question à laquelle personne ne voulait répondre. On m'a transférée dans un centre de soins de longue durée, en centre-ville. Je passais mes journées à réapprendre à manger. À marcher. À parler avec des phrases complètes. Les infirmières étaient gentilles. Mais elles me regardaient comme une histoire triste. Une Jane Doe qui ne comptait pas. Jusqu'à ce soir-là. Une chanson est passée à la télé. Fleetwood Mac. Landslide. Et tout à coup. Le verre s'est fendu. La mémoire a commencé à suinter. Tout a commencé par une chanson. Fleetwood Mac, sur la petite télé au-dessus de mon lit. Le genre de chanson qui vous serre la poitrine. Avant même qu'on comprenne pourquoi. Kanye and the Seasons of My Life. Je ne sais pas ce que c'était. La mélodie, la voix. Ou la manière dont l'infirmière fredonnait en même temps. Mais soudain, quelque chose en moi s'est ouvert. Un éclair. Pas de musique. Mais de pain grillé à la cannelle. La main d'une femme posant violemment une assiette. Ma mère. Ses bagues résonnant contre la céramique. Puis encore plus. Des voix fortes. Des cris. Des portes qui claquent. L'air froid sur ma peau. Le trottoir. Le lampadaire. Les phares. Et un visage. Mon corps a sursauté si violemment que le moniteur cardiaque s'est emballé. L'infirmière a accouru, a demandé si j'avais mal. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je me souvenais de quelque chose. Ils ont fait venir une thérapeute le lendemain. Elle posait des questions douces. M'encourageait à laisser les souvenirs revenir par vagues. Mais les miens ne venaient pas en vagues. Ils venaient en déluge. Chaque nuit, je me souvenais un peu plus. Le dîner. L'odeur de graisse sur mes mains. La lumière du porche, vacillante. La gifle de ma mère. Le faux sourire de mon frère. Ses excuses, ensuite. Et puis ça m'a frappé. La voiture. Le conducteur. Ce n'était pas un inconnu. C'était Ryan. Mon propre frère. Son visage illuminé par les phares. Les yeux écarquillés. La bouche ouverte, comme s'il criait quelque chose. J'ai vu le logo sur son sweat à capuche. Le grand air rouge de son équipe de foot au lycée. Je me suis souvenu qu'il avait bu. À la fête de mon cousin, plus tôt ce soir-là.
Comment maman lui avait laissé prendre la voiture de papa? Même s'il avait trébuché dans les escaliers. C'était lui. C'est lui qui m'a percuté. Et il ne s'est pas arrêté. Il a continué à rouler. J'ai passé des heures à essayer de me convaincre que j'avais tort. Que mon cerveau mélangeait les souvenirs, embrouillait les chronologies. Mais ça semblait réel. Trop réel. Et puis je me suis souvenu de la voix. Celle de mon père. Ne dis pas un mot à propos de cette nuit, Ryan. Elle n'aurait jamais dû être là dehors. Je me souviens l'avoir entendue. Je me souviens être allongée sur le canapé. Encore couverte de bleu. Encore étourdie. Et l'avoir entendu dire ça à mon frère. Ils savaient. Ils savaient tous les deux. Et pourtant, ils ont raconté au monde que j'avais fugué. Que j'étais instable. Trop émotive. Une honte. Ils m'ont enterrée dans le silence. On fait comme si j'avais choisi de disparaître. Et pendant tout ce temps, je gisais dans un lit d'hôpital. Brisé. Oublié. En train de tout me rappeler. Ce soir-là, je me suis redressée dans mon lit, regardant par la fenêtre. Je n'allais pas seulement survivre. J'allais revenir. Pas discrètement. Pas doucement. Et certainement pas avec le pardon. L'hôpital a tenté une dernière fois de contacter ma famille. Cela faisait presque un mois. Je pouvais de nouveau marcher. Je pouvais manger seule. Je pouvais dire mon nom complet sans l'oublier à mi-chemin. Evelyn Carter. 19 ans. Fille. Sœur. Pas un fantôme. L'assistante sociale a appelé le numéro inscrit sur ma fiche de contact d'urgence. Ma mère a répondu. Je n'ai pas entendu la conversation moi-même. Mais j'ai vu le visage de l'infirmière pendant qu'elle écoutait. Comment ses yeux se sont plissés. Comment sa bouche s'est figée. Quand elle a raccroché. Elle m'a regardée comme si je venais de devenir orpheline. Elle a dit que tu étais partie, m'a dit l'infirmière avec douceur. Que tu avais toujours été instable. Qu'il ne voulait pas de contact. Je l'ai fixé. Je voulais rire. Je voulais hurler. À la place, je lui ai demandé de répéter. Il ne voulait pas de contact. Juste comme ça. Je suis devenue une non-personne. Il n'avait pas déposé de déclaration de disparition. Il n'avait pas appelé les hôpitaux. Il n'avait même pas lu les journaux. Mais ce qu'ils avaient fait, c'est parler. Ma tante June, la seule à vraiment m'avoir jamais regardé dans les yeux, allait plus tard me raconter toute l'histoire. D'après ma mère, je serais partie au milieu de la nuit, après un épisode mental. Elle avait dit à la famille élargie que j'étais instable. Que je refusais toute aide. Que j'étais partie pieds nus, sans parler à personne. Elle l'avait dit comme si c'était une honte tragique. Comme s'ils étaient les victimes. Et les gens l'avaient cru. Ils ont organisé une veillée aux chandelles dans le sous-sol de l'église. Ryan a fait un discours. Avec des larmes et tout. Il a dit. Evelyn, où que tu sois, on espère que tu trouveras la paix. La paix. Alors que j'étais dans un lit d'hôpital, branché à un moniteur, réapprenant à tenir une cuillère. Ils ont vidé ma chambre. Donné mes vêtements. Offert mes livres à une association caritative. Effacé. Comme si je n'avais jamais fait partie d'eux. J'ai vu une photo plus tard. Une photo de famille prise quelques semaines après l'accident. Ryan souriait. Le bras autour de ma mère et de mon père. Ils étaient à la maison du lac. La même que j'aimais tant enfant. La même que je n'avais même pas le droit de mentionner. Sans être traité d'égoïste. J'ai fixé leur visage et j'ai compris quelque chose d'horrible. Ils allaient bien. Ils allaient mieux sans moi. Et moi, j'étais en vie. Et apparemment, un inconvénient. Ce soir-là, je me suis assise au bord de mon lit d'hôpital. Le bouton d'appel dans une main. Et mes papiers de sortie dans l'autre. S'ils voulaient faire comme si j'avais disparu, autant leur montrer ce que ça donne. Quand quelqu'un revient d'entre les morts. C'est tante June qui m'a dit la vérité. Elle est venue me voir un jeudi pluvieux. Bien après que les infirmières aient abandonné. L'idée que quelqu'un franchirait un jour ma porte. Elle avait l'air plus maigre. Fatiguée. Mais son étreinte était réelle. Je ne les ai pas crus, a-t-elle murmuré. Pas un mot. Nous nous sommes assises sur le canapé en vinyle près de la fenêtre. Tandis que la pluie tapotait doucement contre la vitre. Elle m'a tenu la main.
Comme personne ne l'avait fait depuis l'accident. Comme si je comptais. Comme si j'existais. Puis elle a commencé à parler. Ils ont dit à tout le monde que tu étais partie de honte, a-t-elle dit. Que tu étais instable, émotive. Que tu ne supportais plus de faire partie de la famille. Je l'ai fixé. Est-ce que quelqu'un a demandé pourquoi? June a secoué la tête. Il ne voulait pas savoir pourquoi. Elle avait essayé, apparemment. Avait demandé où il pensait que j'étais allée. Pourquoi il n'avait jamais porté plainte à la police? Ma mère lui avait rétorqué qu'elle empirait les choses. Mais le pire, ce n'était pas l'histoire qu'ils avaient racontée au monde. C'était celle qu'ils s'étaient racontée entre eux. Mon père savait que Ryan avait pris la Volvo ce soir-là. Il savait que Ryan avait bu. Il savait ce qui s'était passé. Il savait. Et il les a quand même laissés me blâmer. Il a dit que c'était un accident, m'a soufflé June. Qu'il ne fallait pas que tu sois dehors si tard. Avec des vêtements sombres. Je me souviens avoir ri. Un son sec, vide. Ils m'ont enterré sous leur propre culpabilité. Et ont appelé ça du chagrin. Ils ont organisé des collectes de fonds en mon honneur. Ma mère a pleuré dans les bancs de l'église, pour la galerie. Ryan a posté une photo de nous deux quand j'avais 10 ans. Avec la légende. Tu me manques, petite sœur. Je voulais lancer quelque chose. Hurler. Mais à la place. Je suis restée très calme. Parce que quelque chose en moi était en train de changer. Ce n'était pas juste de la négligence. Ce n'était pas juste du dysfonctionnement. C'était une famille qui avait choisi de m'effacer. Parce que l'alternative, c'était de faire face à ce qu'ils avaient fait. Et s'ils pouvaient mentir aussi facilement. Aussi habilement. Quoi d'autre cachaient-ils? J'ai regardé June. Est-ce que je peux rester chez toi? Juste le temps de remettre un peu d'ordre. Elle a hoché la tête. Sans hésiter. C'était le premier oui que j'entendais depuis des mois. Et qui ne venait pas avec des conditions. J'ai emballé le peu que j'avais. J'ai quitté l'hôpital en boitant. Avec un dossier plein de traumatismes. Mais j'en avais fini d'être un fantôme. La prochaine fois qu'il me verrait, je m'assurerais que tout le monde regarde. C'était la fête de fiançailles de Ryan. Bien sûr que c'était ça. Nappe en lin blanc. Pyramide de champagne. Guirlande lumineuse accrochée au patio comme dans un foutu téléfilm de Noël. Tout le monde était là. Cousins, amis de l'église, anciens entraîneurs. Voisins qui pensaient nous connaître. Ils ne nous connaissaient pas. Je me tenais juste devant le portail. Le cœur battant comme s'il voulait exploser hors de ma poitrine. Mes paumes étaient moites. Ma respiration, courte. Mais je n'avais plus peur. Pas cette fois. Je suis entrée. Les têtes se sont tournées, une par une. Comme des dominos qui tombent. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Quelqu'un d'autre a murmuré mon nom. Et puis ma mère m'a vue. Son visage est devenu livide. Comme si le sang s'était arrêté d'un coup. Elle a reculé d'un pas. S'est accrochée au bord de la table. Ryan s'est retourné. Il riait, en plein toast. Jusqu'à ce que ses yeux croisent les miens. Les mots sont restés coincés. Sa fiancée lui a touché le bras. C'est qui? A-t-elle murmuré. Il n'a pas répondu. J'ai traversé le patio en plein centre. Laissant le silence s'éclore autour de moi comme une fumée épaisse. Ma tante June était là. Elle a hoché la tête, juste une fois. Evelyne, a dit ma mère enfin, la voix tremblante. Tu as l'air, en forme. J'ai souri. Un sourire tranchant, mesuré. Tu leur as dit que j'étais partie. Un murmure de surprise. Un invité s'est tortillé, mal à l'aise. Mon père a raclé sa gorge. Ce n'est pas le moment de... Non, ai-je coupé. C'est exactement le moment. Je me suis tournée vers la foule. Ils ont dit à tout le monde que j'étais partie. Que j'étais instable. Dangereuse. Une honte. J'ai laissé le silence s'installer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ma voix ne tremblait pas. Mes mains non plus. J'ai été victime d'un délit de fuite. J'ai passé des semaines à l'hôpital. Sans papier. Sans visiteur. Sans nom. Et eux, ils savaient. Ils savaient où j'étais. Ryan a ouvert la bouche. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment, ai-je répondu. Parce que je me souviens très bien de ton visage derrière le volant.
Silence de mort. Quelqu'un a murmuré. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je me souviens du sweat à capuche. De la fête. De l'odeur de bière sur ton souffle. Ma voix s'est brisée. Pas à cause de la faiblesse. Mais à cause de la colère. Et je me souviens de ce que papa a dit. Elle n'avait rien à faire dehors à cette heure-là. Mon père a fait un pas vers moi. Evelyne, s'il te plaît, ce n'est pas le lieu. Non, a dit June. Laisse-la finir. Et alors j'ai sorti mon téléphone. Vous voulez entendre à quoi ressemble un mensonge qu'on couvre? J'ai appuyé sur lecture. La messagerie vocale a résonné fort sur tout le patio. La voix ivre de mon père, pâteuse et basse. Elle est partie. Tu dois fermer ta gueule. T'avais bu? Et je ne peux pas te protéger si ça s'ébruite. Le silence s'est figé. Ryan a reculé. Ma mère a mis la main devant sa bouche. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Tu ne m'as pas perdu. Tu m'as effacé. Et puis, à toute l'assemblée. Voici la famille qui a pleuré une fille. Qu'ils ont choisi d'oublier. Je suis reparti comme j'étais venu. Seul. Mais pas en silence. Cette fois, ils ont entendu chaque mot. On dit que les secrets pourrissent de l'intérieur. Apparemment, les réputations aussi. Dès le lendemain, la messagerie avait été transférée. Partagée. Capturée en vidéo. Une amie de l'église l'a envoyée à son club de lecture. Un ancien prof l'a transmise au conseil scolaire. Ça n'a pas pris longtemps. Le poste d'entraîneur de Ryan? Fini. Apparemment, les parents n'aiment pas qu'un assistant coach soit démasqué comme le conducteur ivre dans un délit de fuite. Surtout quand la victime, c'était sa propre sœur. L'école a d'abord essayé d'étouffer l'affaire discrètement. Mais quelqu'un a divulgué le message. Les médias locaux s'en sont emparés. Titre: Une famille couvre un délit de fuite impliquant une adolescente portée disparue. Mon père a été convoqué pour interrogatoire. Entrave. Négligence. Falsification de preuves. Il a pris un avocat. Bien sûr qu'il l'a fait. Mais on ne barre pas les i. Quand la maison est déjà en flammes. Et ma mère? Oh, elle a plongé. Elle a tenté d'organiser une nouvelle veillée. Cette fois, pour guérir. Personne n'est venu. Les voisins ont arrêté de lui faire signe. Les gens de l'église ne rappelaient plus. Et Ryan? Il m'a appelé une fois. Il a laissé sa propre messagerie. Tu as eu ce que tu voulais, d'accord? Tu nous as détruits. Non. C'est eux qui se sont détruits tout seuls. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'expéditeur. Juste mon nom. Écrit d'une main raide. À l'intérieur, un chèque. Un gros. Et une seule phrase. Sur un bout de papier arraché d'un cahier. J'aurais dû te protéger. Papa. Je n'ai pas encaissé le chèque. J'ai encadré le mot. Pas parce qu'il signifiait quelque chose. Mais parce que c'était une preuve. La preuve que même les lâches savent quand ils ont perdu. La vérité ne les a pas juste brisés. Elle les a vidés de l'intérieur. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin d'un procès. J'avais juste besoin que le silence prenne fin. Et quand c'est arrivé, quand les mensonges ont été réduits à l'os et à la poussière, il ne leur restait plus rien. J'ai déménagé à 3 états de là. Un nouveau nom sur le bail. Un nouveau boulot dans une librairie. Qui sentait le vieux papier et les secondes chances. L'appartement était petit. Mais il était à moi. Pas de cris. Pas de faux semblants. Pas de peur de dire un mot de travers. Juste le calme. De temps en temps, je recevais des mails d'anciens camarades. Est-ce que c'est vrai? Tu vas bien? Je ne répondais jamais. Parce que cette partie de ma vie, l'après, ne leur appartenait pas. Elle m'appartenait à moi. J'ai terminé mon diplôme en ligne. J'ai recommencé à écrire dans un journal. J'ai trouvé une thérapeute qui n'a pas bronché. Quand j'ai dit, je n'étais pas disparue. On m'avait effacée. Ma tante m'envoie des cartes postales. Des petites choses. Des marchés fermés. Des trouvailles de brocante. Une recette de tarte au citron qu'elle jure que je vais adorer. Elle ne dit jamais grand-chose.
Elle n'a pas besoin. Et sur mon étagère? Coincé entre deux vieux romans. Il y a un cadre photo. À l'intérieur. Une photo de ma famille. Moi à 12 ans. Ryan à côté de moi. Ma mère avec son faux sourire. Papa, raide comme toujours. J'ai brûlé les bords. Juste assez pour me rappeler que c'était réel. Et que j'y ai survécu. Pas pour garder la douleur. Pour me souvenir de la vérité. Parce que la vérité ne m'a pas juste libérée. Elle m'a reconstruite. La vengeance n'était pas le but. La liberté, oui.